monsieur, bonsoir. Au programme de cette édition, la guerre en Ukraine entre dans sa 5e année. Le conflit s'éternise alors que les opportunités d'en finir se sont multipliées. Outre l'affaiblissement terrible du pays, l'Union européenne tout entière y laisse ses propres plumes en récupérant le lourd tribut américain. Nous reviendrons ensuite sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Alors que les négociations sont incertaines et que l'armada américaine grandit, Donald Trump semble surpris par l'inflexibilité des Iraniens. Et puis nous reviendrons ensuite en France avec l'assassinat de Quentin par l'extrême gauche. Emmanuel Macron a donc décidé de dissoudre des mouvements de droite. Il y a 4 ans, jour pour jour, le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait ce qu'il nommait son opération spéciale en Ukraine. Un point d'orgue après une guerre latente depuis Maïdan et une ingérence américaine dont Trump voudrait aujourd'hui se débarrasser pour le plus grand malheur de l'Europe. Le point tout de suite. Pour certains, ce devait être une guerre éclair. C'est finalement un conflit qui s'enlise. 4 ans après l'entrée des troupes russes en Ukraine, les perspectives de paix sont toujours camouflées par la poudre des armes qui retentissent. Et le retour au pouvoir de Donald Trump il y a 1 an n'a pas changé la donne, loin s'en faut. L'échec des négociations successives renforce même ce sentiment d'impasse, une impasse loin de traduire un blocage sur le terrain militaire comme certains médias auraient tendance à l'expliquer. C'est ce que nous explique Hervé Carès, le spécialiste de la gestion de crise, diplômé de l'école de guerre. Au moment de cet anniversaire, tout le monde est en train de rassembler des preuves laissant entendre que la Russie est très affaiblie, que l'Ukraine en fait est résiliente. Pour ça que l'Ukraine soit résiliente, d'une certaine manière c'est vrai, mais avec l'aide des Européens. Ce qui est inquiétant, c'est de voir le pouvoir ukrainien. Le gouvernement ukrainien, il est acculé. J'ai l'impression qu'il va faire n'importe quoi là, dans les mois à venir. Là. On est face à un gouvernement ukrainien qui est en très grande difficulté avec un pays qui s'est vidé démographiquement, avec un pays dont toutes les infrastructures vitales ou économiques ont été fortement détériorées par les bombardements stratégiques russes, avec un rejet de plus en plus important de la mobilisation telle qu'elle est pratiquée en Ukraine, avec une fatigue également de la population. Donc c'est un pays qui est en situation de guerre totale, ce qui n'est pas le cas de la Russie et encore moins des pays européens. Donc l'Ukraine est dans une situation de guerre totale. Ce gouvernement, de fait, est acculé. Donc il va être conduit à mener des actions qui seront radicales, de manière soit à amener les Européens à s'engager plus avant. Donc quand je dis plus avant, c'est au-delà de l'appui financier. Alors je ne pense pas que les Européens vont le faire, hein, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils sont quand même très très prudents. Et puis les Européens, pour eux, ce qui est important, c'est l'OTAN, et l'OTAN ne bougera pas. Mais c'est quand même ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à impliquer de manière d'abord indirecte et ensuite peut-être directe les acteurs européens dans cette guerre. Une position très affaiblie de l'Ukraine que Volodymyr Zelensky modère largement dans ses propos. Mais on ne peut pas dire que nous sommes en train de perdre la guerre. Franchement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons gagner. Oui, c'est la question, mais c'est une question très coûteuse. Des déclarations riches en litote. Il n'en reste pas moins que la Russie reste à l'offensive et poursuit ses gains territoriaux. À ce jour, Moscou tient plus de 20% du territoire ukrainien pré-2014. Une réalité tangible, éludée par le dirigeant ukrainien. Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas brisé les Ukrainiens, il n'a pas gagné cette guerre. Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour parvenir à la paix et pour que justice soit faite. Il est toutefois clair que les objectifs de la Russie de 2022 ne sont plus ceux de 2026. Parce qu'on n'est plus du tout maintenant sur une imposition des accords de Minsk par la force, mais sur une guerre d'attrition et donc de conquête territoriale du Donbass et en plus des 4 oblasts qui ont été annexés. Les Russes cherchent à gagner du temps et ils sont aidés en cela de manière très paradoxale par la posture des Européens et du gouvernement ukrainien et ça leur évite de se fâcher avec les Américains. Les seuls qui veulent vraiment une paix actuellement, ce sont les Américains parce que d'une certaine manière, ils ont atteint leurs objectifs stratégiques et qu'ils veulent passer à autre chose et terminer ce conflit, en fait, notamment au plan international et également au plan économique, de manière à pouvoir avoir accès à des possibilités de développement économique qui sont offertes par le Grand Nord russe.
Des États-Unis pressés d'en finir malgré une bonne affaire qui perdure pour le complexe militaro-industriel américain, puisque les armes sont désormais payées par les Européens. Dans ce contexte, alors que Bruxelles entendait prendre un 20e train de sanctions contre Moscou et entériner le dernier prêt de 90 milliards, le dirigeant slovaque Robert Fico ainsi que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán ont usé de leur veto pour bloquer ces opérations. Fait du hasard sans doute, l'oléoduc de Druzhba, qui achemine du pétrole brut de l'est de la Russie, notamment vers le sud de l'Europe, dont la Slovaquie et la Hongrie, a été visé et incendié dans la foulée par des frappes de drones sur la zone de départ dans le Tatarstan russe. Le Slovaque a réagi vraiment de manière importante, puisqu'il considère que c'est un acte de guerre. Tous les deux estiment que l'on touche à leurs intérêts vitaux, ce qui est logique d'ailleurs, ou à leur souveraineté. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un déficit démocratique dans toutes ces décisions qui sont prises. À ma connaissance, le Parlement n'a pas été consulté en France, ni dans d'autres pays. Et la position actuelle de la Hongrie et de la Slovaquie, c'est une position qui est tout à fait conforme à leurs intérêts nationaux. Le problème, c'est que les dirigeants européens sont prisonniers de la posture qu'ils ont adoptée depuis le début de ce conflit, sans avoir de vraies réflexions par rapport aux intérêts des pays européens dans cette guerre. L'intérêt des pays européens, c'était que la guerre se termine le plus rapidement possible, faute d'avoir pu l'éviter. Et maintenant, après avoir partagé de nombreuses rodomontades au plan diplomatique, ils se trouvent en fait tout seuls à devoir assumer cette guerre dont la responsabilité leur a été transférée par les Américains. Ainsi, non seulement l'Europe a la guerre à ses portes, mais l'Union européenne a donc récupéré la charge de la guerre en s'abordant sa propre économie, en se privant des énergies peu chères qu'offrait la Russie, laquelle a déjà repris en sous-main les échanges avec Washington, pourtant largement partie prenante dans les origines du conflit. Une configuration aberrante pour l'Europe qui pourrait aussi faire dégénérer la situation après des opérations diplomatiques hasardeuses. Dans ce cadre, la Russie a prétendu ce mardi que la Grande-Bretagne et la France mèneraient conjointement des opérations pour aider l'Ukraine à se doter d'armes nucléaires, le tout au mépris des traités de non-prolifération. Des accusations graves et probablement largement exagérées pour le moment par Moscou, à plus forte raison qu'après le terme du traité de désarmement avec les États-Unis, Vladimir Poutine a annoncé dimanche son intention de prioriser le développement des forces nucléaires russes. Le développement de la triade nucléaire qui garantit la sécurité de la Russie et permet d'assurer efficacement la dissuasion stratégique et l'équilibre des forces dans le monde reste une priorité absolue. Nous allons renforcer de manière qualitative le potentiel de tous les types et genres de forces armées, améliorer leur état de préparation au combat et leur capacité à agir dans toutes les conditions, même les plus difficiles. De quoi rappeler que le conflit est toujours sur un fil et qu'il pourrait basculer à tout moment vers une véritable catastrophe mondiale, alors même que la paix était atteignable quelques jours après le début de la guerre ouverte. Donald Trump ira-t-il vraiment à la confrontation avec l'Iran ? Bien que l'armada américaine grandisse semaine après semaine, des problèmes techniques retardent la mobilisation et les Iraniens, peut-être en raison du soutien de la Chine, se montrent particulièrement inflexibles. Explication de Nicolas de Lamberterie. À défaut d'avoir obtenu une cessation du conflit en Ukraine, Donald Trump pourra-t-il au moins éviter de s'embarquer dans un conflit avec l'Iran ? Rien n'est moins sûr. Pour rappel, après le début des contestations violentes anti-régime en Iran à partir de la fin décembre 2025, appuyé sur le terrain par diverses agences étrangères qui l'ont revendiqué, Donald Trump a soudainement remis sur la table la question du nucléaire iranien. L'opération vénézuélienne de début janvier 2026 à peine terminée, le président américain a donc commencé à rassembler des forces près de l'Iran, dont certains analystes estiment que c'est le plus important attroupement depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Sauf que cette mobilisation ne se fait pas sans critique et sans difficulté. C'est ainsi que le porte-avions USS Gerald Ford, déjà mobilisé au Venezuela, se trouve actuellement bloqué en Méditerranée pour des problèmes d'évacuation des sanitaires. En attendant un éventuel début de conflit, les négociations États-Unis-Iran se poursuivent jeudi à Genève.
Le troisième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran est prévu ce jeudi à Genève. Beaucoup d'informations contradictoires circulent concernant les acceptations et les refus des conditions des uns et des autres, et la situation est scrutée attentivement par les différents observateurs. Quant au déploiement militaire américain, celui-ci connaît un renforcement constant des capacités, mais aucun fléchissement des Iraniens n'est aperçu, ce qui provoque un grand étonnement de Donald Trump. Il est à noter que l'agence de presse Axios rapporte que le chef d'état-major interarmé des États-Unis, le général Dan Kane, a mis en garde Donald Trump contre les risques d'enlisement et de prolongation d'un conflit avec l'Iran, ce qu'a réfuté Donald Trump via son réseau social. Qui plus est, le porte-avions USS Gerald Ford a demandé un amarrage d'urgence en Grèce en raison de l'explosion du système d'évacuation des sanitaires, provoquant de nombreux dysfonctionnements à bord et suscitant le mécontentement des marins états-uniens. L'une des raisons qui pourrait expliquer la relative confiance dont semblent faire preuve les Iraniens dans ce bras de fer avec les États-Unis, c'est le soutien assez franc de la Chine. À Pékin, on ne fait pas beaucoup de bruit, on ne publie pas de fantaisie sur les réseaux sociaux, mais en revanche, on semble bel et bien acheminer du matériel militaire opérationnel à l'allié de Téhéran. L'attitude de la Chine se démarque également par rapport aux autres situations géopolitiques. En effet, la diplomatie chinoise a toujours été très prudente, voire neutre, concernant ses prises de position. Or, il apparaît que les Chinois ont livré à plusieurs reprises de l'armement supposé aux Iraniens, en tout cas ce sont des avions cargo militaires chinois ou iraniens qui ont fait les allers-retours entre la Chine et l'Iran, sans que nous sachions exactement ce qu'ils transportaient. Il apparaît donc que la Chine commence à prendre parti, à exposer ses alliances au grand jour, en soutenant l'Iran. Nous avons déjà eu le cas des brouillages des réseaux de communication Starlink, où la Chine est suspectée d'avoir aidé l'Iran à brouiller pratiquement 80 à 90% des communications Starlink lors des émeutes de janvier de cette année. En effet, l'Iran est un allié vital pour la Chine, car Pékin est l'un des seuls pays qui importe le pétrole iranien sans se soucier des sanctions. Il ne peut donc pas se passer de ce fournisseur vital pour son économie et son développement, de même que les Iraniens trouvent dans l'achat de son pétrole par les Chinois une véritable bouée d'oxygène. En tout état de cause, l'aventure iranienne est loin d'être sans risque pour Donald Trump. En effet, il a d'ores et déjà en partie déçu une part conséquente de sa base électorale, les MAGA, hostiles aux interventions étrangères tous azimuts des États-Unis. Et si l'opération en Iran venait à mal tourner, par exemple avec une perte non négligeable de soldats américains suite à des frappes de riposte iraniennes, cela pourrait tourner au désastre en termes d'image publique à 8 mois des élections de mi-mandat. De même qu'un embrasement régional qui semble redouté par la plupart des pays orientaux, même ceux plutôt alignés sur les États-Unis, pourrait provoquer une envolée au moins provisoire des prix de l'énergie et une instabilité des marchés, ce qui constituerait un autre grief que pourrait porter à Donald Trump ses électeurs, déjà peu convaincus par les droits de douane qui viennent d'ailleurs d'être retoqués par la Cour suprême. L'autre scénario, qui semble assez difficile, serait que les négociations aboutissent sans que les deux parties n'en viennent aux armes. Entre opérations militaires à risque pour se refaire une santé et happy ending improbable, Trump est peut-être donc davantage dans l'impasse qu'on ne l'imagine. Après la mort du jeune Quentin tué par des militants antifascistes, Emmanuel Macron rentre dans la danse, mais pas contre les criminels, non, il entend dissoudre des mouvements de droite. Le point d'Olivier Frère-Jacques. L'inverse de ce qu'il faudrait. Emmanuel Macron scelle son union avec l'extrême gauche. Alors que le jeune Quentin a été lynché par des narvis antifascistes, le président de la République a convoqué ce mardi une réunion d'urgence à l'Élysée pour examiner la dissolution de plusieurs organisations de droite. Inversion surréaliste des faits, 2 entités sont déjà visées, le bloc montpelliérain et Patria Albige, installés respectivement à Montpellier et Albi. Des procédures sont déjà lancées contre ces 2 structures sur de simples soupçons, dans un contexte où de pareilles structures sont indispensables pour contrer l'ultra-violence de la gauche couverte par la majorité médiatique et procédant par de la surveillance de personnes, leur exposition, leur dénigrement auprès de leurs employeurs et organisant des attaques contre des militants de droite isolés. Le président dit condamner les violences de tous bords, mais en réalité, il ne s'en prend qu'à l'hémisphère droit.
Et pour cause, la gauche extraparlementaire est un allié historique du macronisme. Elle a permis de pourrir le mouvement des Gilets jaunes et les mobilisations de la réforme des retraites. Elle avait permis également à François Hollande de faire passer sa réforme du travail. Par ailleurs, cette extrême gauche permet de poursuivre la diabolisation des partis de droite, de LR au RN en passant par Reconquête, en organisant des mobilisations systématiques lors de leurs réunions publiques ou en agressant leurs militants. À Lyon, c'est donc un nationaliste qui a été tué. Le président va donc s'en prendre aux nationalistes. La réunion s'est tenue à 10h en présence du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, du garde des Sceaux Gérald Darmanin, de représentants de Matignon et de la DGSI, visait officiellement à dresser un bilan des mesures contre les, je cite, « groupes violents ultra ou extrêmes ». L'entourage du chef de l'État insiste sur une approche globale sans lecture partisane, mais les faits révèlent une obsession sur les mouvances nationalistes. Si des sources affirment que les dissolutions suscitées ont été envisagées avant le meurtre de Quentin, il n'empêche qu'aujourd'hui, l'opportunité de ces dissolutions peut étonner. Les autorités ne se sont en revanche pas penchées sur les liens entre la gauche et les milices antifascistes, notamment les Insoumis et leurs alliés du Parti socialiste, et plus généralement tout le maillage associatif que soutient l'État et qui fréquentait l'organisation criminelle Jeune Garde, pour laquelle l'appareil judiciaire a été saisi pour une éventuelle reconstitution. C'est le cas notamment du planning familial qui n'est jamais inquiété et bénéficie de larges financements de l'État. La réaction gouvernementale à l'affaire Derenc ne sera absolument pas un coup de balai contre les milices d'extrême gauche qui, même dissoutes, agissent en totale impunité. Elle devrait surtout précipiter une chasse à droite pour le gouvernement qui devrait agir sans contestation. Le RN, par exemple, ne prendra pas le risque de défendre les libertés de personnes qu'il juge trop droitières. En cas de second tour entre le RN et un candidat du centre, les violences d'extrême gauche pourront aussi profiter au centre qui se placera en partie de l'ordre, profitant du chaos des milices antifascistes qu'il laissera œuvrer tranquillement. Et nous partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref en France. Un barreau tout mou et moqué. Le ministère des Affaires étrangères français avait convoqué l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, après des commentaires controversés sur la mort du militant nationaliste Quentin Derenc, survenu à Lyon après un guet-apens de militants d'extrême gauche. Lundi, l'ambassadeur ne s'est pas présenté au Quai d'Orsay comme prévu et a été représenté par un responsable de l'ambassade, Kushner ayant invoqué des engagements personnels. Le ministre Jean-Noël Barrot a réagi en interdisant à l'ambassadeur tout accès direct aux membres du gouvernement français. Cependant, la source diplomatique souligne que des échanges restent possibles et pour cause, Paris demeure très docile avec Washington. L'ambassadeur américain n'a pas réagi immédiatement et semble mépriser souverainement le ministre des Affaires étrangères français. Sébastien Lecornu décrédibilisé face à Rachida Dati. Le Premier ministre devait faire son réajustement ministériel avant la date butoir du 22 février. Or, cette date est passée depuis dimanche. La période de réserve du gouvernement pendant la campagne des élections municipales a commencé. Et Rachida Dati est toujours ministre de la Culture. Malgré sa candidature à la mairie de Paris, l'intéressé n'aurait pas l'intention de lâcher son poste, évoquant Édouard Philippe qui, en 2020, avait cumulé son poste de Premier ministre et sa campagne pour la mairie du Havre. Les vieilles méthodes du clientélisme, grand remplacées. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la campagne des élections municipales donne lieu à un affrontement entre le candidat insoumis et son adversaire socialiste. Le député LFI Ali Douara accuse le camp d'en face, représenté par le socialiste Oumarou Doucouré, d'attirer la sympathie des électeurs en leur donnant des ailes de poulet. En effet, selon l'élu mélenchoniste, les équipes d'en face distribueraient des denrées alimentaires et particulièrement des morceaux de poulet dans la célèbre cité des 4000. Le député insoumis ajoute que des enveloppes de 20 € auraient été distribuées lors d'une réunion publique en présence du président du conseil départemental du 93, Stéphane Troussel. Ali Douara affirme avoir saisi le procureur de la République ainsi que la Commission nationale des comptes de campagne. Du côté socialiste, on ne s'interdit pas de déposer plainte pour diffamation. Ousmane Diallo, le meurtrier de Théo, échappe à la prison. Vendredi, la cour d'assises de Seine-et-Marne a reconnu irresponsable pénalement le ressortissant sénégalais Ousmane Diallo, jugé pour meurtre. Rappelons que le 10 juillet 2021, l'individu sénégalais avait proféré des menaces dans une boutique Bouygues Télécom à cause de sa facture jugée trop élevée. Il est revenu plus tard avec un couteau et a poignardé mortellement Théo Muxagata, un vendeur âgé de 18 ans. Grâce à une expertise psychiatrique, le meurtrier recevra une mesure d'hospitalisation contrainte en unité pour malades difficiles dans un service psychiatrique. La famille de Théo a évoqué dans les colonnes du Figaro une sensation d'injustice et de colère, déplorant que, je cite, « on peut tuer en France sans rien avoir ».
Un autre point soulevé par la mère de la victime, comment le meurtrier avait-il pu bénéficier de renouvellement de titre de séjour alors qu'il avait déjà été condamné par la justice pour plusieurs faits de violence et de vol. L'ARCOM ouvre la chasse aux influenceurs. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, a ouvert une instruction inédite contre le podcast 10 000 pas de l'influenceur Le Raptor, alias Ismail Slimani. Diffusé sur des plateformes comme Spotify, où il figure souvent dans le top 50, un épisode récent enchaîne des propos considérés par l'ARCOM comme misogynes, homophobes et islamophobes. Le contenu de ce youtubeur est pourtant réalisé avec humour, ce qui fait de l'ARCOM une sorte de juge de l'humour. C'est sur le Digital Services Act européen que l'ARCOM agit ici. Le Digital Services Act oblige les plateformes à retirer les contenus jugés subjectivement comme incitant à la haine. Le Raptor, connu depuis les années 2010, connaît un vif succès en dépit de multiples bannissements et autres shadow banning par des plateformes. Le risque de la mise en œuvre d'une telle procédure par l'ARCOM est de voir cette autorité s'arroger le droit de se saisir pour n'importe quel contenu numérique. Et l'on poursuit avec le reste de l'actualité internationale. Israël en roue libre, près de 20 pays, incluant la France, l'Espagne, le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie ou l'Indonésie, ont condamné avec fermeté les mesures récentes d'Israël en Cisjordanie. Dans un communiqué commun daté de lundi, les ministres des Affaires étrangères dénoncent une trajectoire vers une annexion de facto inacceptable. Depuis début février, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a pris des décisions renforçant son contrôle sur ce territoire occupé depuis 1967, y compris des zones sous autorité palestinienne selon les accords d'Oslo. Ces actions sont vues comme une attaque contre la viabilité d'un État palestinien et contre la solution à 2 États. Les signataires appellent Israël à revenir sur ces mesures et à respecter ses obligations internationales. Plus de 500 000 Israéliens vivent en colonie jugée illégale par l'ONU, au milieu de 3 millions de Palestiniens. Une déclaration similaire de 85 États à l'ONU avait précédé cette condamnation. Le Mexique à feu et à sang. Après la neutralisation d'El Mencho, l'un des principaux chefs des cartels de la drogue dans une opération militaire, plus de 70 personnes sont mortes dans des affrontements entre forces de l'ordre et trafiquants de drogue. Le gouvernement a annoncé lundi l'envoi de 2500 soldats supplémentaires, portant le total à 10 000 du nombre de militaires mobilisés dans ce contexte de grande violence. La présidente Claudia Sheinbaum a tenté de rassurer la population en affirmant que les barrages mis en place par les cartels avaient été levés. Dans 4 mois, le Mexique doit accueillir, à l'instar des États-Unis et du Canada, le mondial de football. Après la famille royale britannique, le parti travailliste boit la tasse de l'affaire Epstein. Lundi, à Londres, l'ancien ministre et ambassadeur Peter Mandelson a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Il a été interrogé pour des soupçons de manquement dans l'exercice de fonctions officielles. Il a été relâché sous contrôle judiciaire. Une affaire qui met dans l'embarras le gouvernement de Keir Starmer. En effet, Peter Mandelson, ancien commissaire européen, plusieurs fois ministre de Tony Blair et de Gordon Brown, est une éminence grise du Parti travailliste. Keir Starmer a été critiqué pour l'avoir nommé début 2025 ambassadeur aux États-Unis, tout en connaissant son amitié de longue date avec Jeffrey Epstein. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit le philosophe Alain de Benoît pour évoquer le retour du parti de la guerre à Washington entre l'Iran et l'Ukraine. Ce que Trump n'a pas compris, parce qu'il est dans une optique idéologiquement libérale, c'est que pour les peuples, il y a des choses qui ont une valeur existentielle, à commencer par leur identité. Et que ce qui est existentiel ne se négocie pas. C'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.